Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, on va s'intéresser pendant cette table ronde au syndicalisme et ce qui doit et ce qui peut se réinventer. Donc après avoir jeté un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour mieux comprendre d'où on vient, on va s'intéresser à où on va et comment on y va. On va voir en effet comment on peut adapter l'action syndicale aux enjeux actuels et à la typologie actuelle des travailleurs qui composent nos établissements. Et donc pour ça, on a 5 invités. Donc je vais les présenter par ordre alphabétique. Donc on a Claude Fortin, donc, qui est présidente de la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche donc au Québec. Et donc c'est une fédération syndicale qui, comme en France, participe aux négociations, qui tente d'améliorer les conditions de travail des collègues qui travaillent dans les établissements de l'enseignement et la recherche. Donc, nous avons aussi Jean Grosset, qui est directeur de l'Observatoire du dialogue social pour la Fondation Jean Jaurès et qui est aussi, c'est important de le dire, un membre fondateur de l'UNSA, parce qu'il a été notamment secrétaire général adjoint de 1998 à 2015. Jean-Marie Pernaut, qui est juste à côté de moi, qui est chercheur associé à l'IRES, donc l'Institut des recherches économiques et sociales. Donc, ses travaux portent sur les enjeux du dialogue social, les négociations collectives, les politiques publiques du travail. Et il a notamment écrit un ouvrage qui a été publié en 2022 qui colle bien avec notre thématique et qui s'intitule « Le syndicalisme d'après, ce qui ne peut plus durer ». Sur un ton peut-être un petit peu... enfin, la façon dont on le dit peut changer les choses. Morgane Vervier, donc, qui est donc secrétaire générale de l'UNSA Éducation depuis mars 2024, qui s'est engagée assez tôt dans le syndicalisme et qui a des responsabilités au niveau national depuis 10 ans environ. Et nous avons également donc, un autre collègue qui nous vient d'un autre pays, donc c'est Adrian Voica, qui est syndicaliste, membre de la Fédération des syndicats libres de l'enseignement, donc, qui nous vient de Roumanie. Et il est aussi membre du bureau du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation. Donc c'est un regroupement de syndicats de pays francophones qui vise à favoriser la coopération syndicale à l'international. Donc je vais lancer cette table ronde et passer donc, la parole à chacun d'entre vous, et notamment en vous demandant à vous 5 quels sont pour vous les facteurs et les principales évolutions qui nous pousserait à nous réinventer. Qui veut démarrer? Bonjour, je m'appelle Adrian Voica, je suis dirigeant syndical dans un syndicat de la part du sud de la Roumanie. SIPA Muntenia. Muntenia, c'est l'ancienne région Valachie. Et je suis membre du bureau de la Fédération des syndicats libres de l'enseignement de Roumanie. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et je veux vous remercier sincèrement pour votre invitation. Et je veux vous transmettre les félicitations de Fédération des syndicats libres et aussi de Alma Mater, qui est la Fédération de l'enseignement supérieur et de la recherche en Roumanie. Alma Mater, c'est le nom latin qui se traduit la mère nourricière. Alors, je crois que le syndicalisme doit se réinventer pour rester pertinent face aux défis modernes et aux mutations sociales, économiques et technologiques. Voici quelques exemples concrets appliqués aux syndicats dans le domaine de l'éducation, de la recherche et de la culture. Modernisation des outils de communication et de mobilisation. Exemple concret, plateforme numérique. Les syndicats peuvent développer des applications, des plateformes en ligne pour informer les membres, collecter leur avis et organiser des actions collectives. Par exemple, une application dédiée pourrait inclure des sondages rapides, des informations sur les droits des enseignants et chercheurs, ainsi qu'utiles pour signaler les abus ou les dysfonctionnements.
Impact, une communication plus rapide et transparente favorise l'engagement de membres, en particulier des jeunes générations. La deuxième, formation continue et anticipation des besoins futurs. Exemple concret. Programme de formation sur l'intelligence artificielle et la transition écologique. Les syndicats de l'éducation et de la recherche pourront collaborer avec des experts pour proposer des formations sur l'intelligence artificielle, l'éducation numérique ou les compétences liées à la durabilité. Impact, en répondant aux transformations de métiers, les syndicats démontrant leur utilité dans l'accompagnement de professionnels. Troisième, partenariat stratégique avec d'autres acteurs. Exemple, collaboration avec l'ONG culturelle, par exemple. Dans le secteur culturel, les syndicats pourront nouer des alliances avec des organisations qui défendent la diversité culturelle ou l'accès à l'éducation artistique pour élaborer des projets communs comme des événements de sensibilisation ou des festivals. Impact, cela renforcer leur visibilité et leur ancrage dans la société civile. La quatrième, promotion de l'équité et de la diversité. Exemple, campagne sur l'égalité de genre et l'inclusion. Les syndicats peuvent mener des campagnes ciblées pour promouvoir l'égalité des chances dans les universités et la recherche comme des actions contre le harcèlement ou peuvent encourager les femmes dans leur carrière scientifique. Alors justement, par rapport à la diversité et à des thématiques comme celle-ci, est-ce que d'autres parmi vous pourraient nous indiquer quelles seraient les thématiques qui pourraient justement engager les jeunes générations ou les évolutions qu'on a pu connaître et qui nous mèneraient à évoluer? Oui. La question posée de départ, j'entends, notre ami est intervenu déjà sur les solutions. La question posée de départ était pourquoi faut-il poser la question de se réinventer? Qu'est-ce qui nous pousserait en effet? La question posée de départ était celle-ci. Simplement, de l'observatoire que je dirige, où il y a au moins 4 organisations syndicales, plus d'autres qui viennent par intermittence, presque toutes d'ailleurs. Pourquoi? Parce que le syndicalisme globalement recule. Parce que les implantations syndicales reculent et que la participation aux élections professionnelles, alors il y a des raisons à ça, on y viendra, notamment dans la transformation des CSE, dans tout ce qui s'est passé dans la réforme de la fonction publique. Mais il faut appeler un chat, et c'est tout à l'honneur du syndicat de faire un tel titre. L'implantation recule, en participation au niveau électoral, on recule, CSE comme CSA, pour des grands secteurs de la fonction publique, les organisations syndicales représentatives dans l'hospitalière, toutes confondues, premier tour, 30% des voix. Donc c'est pour ça qu'il faut se questionner. Après, on a tous des solutions. Mais déjà, il faut avoir un constat lucide, et ce n'est pas... Et là, quand je suis là-dessus, moi j'ai été militant syndical toute ma vie, je continue à adhérer à mon syndicat d'origine, c'est à la fois avec modestie et humilité que je parle de ça, parce que je sais le mal que vous avez et l'énergie militante que vous dépensez. Mais je pense que la première question, il faut avoir un constat lucide, ça recule. Même en Allemagne. Donc il faut donc discuter entre nous lucidement de cette question et quelles sont les raisons. Après, on va voir les solutions. Tout à fait. Claude, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre vision que vous avez, vous, depuis l'outre-Atlantique? En fait, moi, oui, je pense qu'on doit réinventer la façon de faire du syndicalisme. Pourquoi? Parce que, comme partout ailleurs, la pandémie est venue changer le paradigme et on doit changer notre paire de lunettes maintenant. Quand on voit que les gens sont seuls à la maison, en télétravail, le collectif n'existe plus, donc on doit réinventer le collectif. Comment réinventer le collectif? Moi, j'ai bien aimé l'intervention de Benoît ce matin parce que je pense que l'on doit éduquer davantage sur le militantisme, sur le syndicalisme, sur les luttes, sur les gains que nous avons faits au cours des années. Et si on ne fait pas cette formation-là, on perd des gens. Les plus jeunes ne sont plus avec nous parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on a fait avant. Donc, les syndicats sont malmenés pour la simple et bonne raison qu'on ne connaît pas le travail syndical.
En effet, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'éducation au syndicalisme au sein de l'éducation nationale ou même dans l'enseignement supérieur. C'est pas un sujet qu'on aborde facilement. Jean-Marie Pernaut, vous avez rédigé un ouvrage qui colle bien avec la thématique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision et notamment de l'avis que vous avez sur le pluralisme syndical? Est-ce que c'est un frein justement à la réinvention de l'action syndicale? Ça, j'y viendrai dans un deuxième temps. Je voudrais juste rebondir un peu sur un peu les prémices de la discussion. Il faut effectivement être lucide sur la situation. Elle n'est pas que française, hein, c'est universel, les reculs du syndicalisme. Donc, ce qui veut dire bien d'ailleurs qu'il y a des raisons internationales à celle-là, donc sur lesquelles on a plus ou moins de prise. En revanche, on peut s'interroger sur les dynamiques de notre propre mouvement syndical en France, qui a été pris sous deux tendances. Je dirais la première, ce sont des politiques publiques qui ont visé à réduire le poids de la médiation syndicale, je n'insiste pas. Disons que les ordonnances Macron sont un condensé de tout ce qui était possible de faire dans la période pour réduire l'influence syndicale. Et le deuxième facteur, c'est un décalage progressif du mouvement syndical, de ses bases, de sa base sociale présumée. Et ça, c'est particulièrement sensible dans le privé, puisque ce que disait Jean tout à l'heure est particulièrement accusé dans le secteur privé, où là l'implantation syndicale en France est vraiment très très faible, et on voit bien l'effet qu'ont eu les transformations économiques de l'appareil de production, les interrelations entre entreprises, l'explosion de la sous-traitance, l'explosion de l'entreprise, la multiplication des statuts divers qu'on peut y trouver. Et du coup, se pose la question aujourd'hui avec une certaine fermeté qui est, au fond, que représentent les syndicats? Parce qu'il est dit au début de notre code du travail, les syndicats représentent les travailleurs. Bon, ça, c'est un topos juridique qui nous sert bien pour la négociation collective et le droit du travail. Mais il faut quand même s'interroger de manière un peu plus profonde sur que représentent, est-ce qu'aujourd'hui, les syndicats en général, représentent les travailleurs? Alors, la notion de représentation, c'est une notion un peu complexe, je ne vais pas rentrer dedans, je n'ai pas le temps, mais c'est vrai que je pense qu'on peut établir de manière très générale le diagnostic suivant, qui est qu'on est passé globalement d'une relation de représentation entre les syndicats et les travailleurs et les travailleuses à autre chose qui est, à mon avis, une relation de service. Parce que vous le constatez tous les jours, dans les sondages, les gens disent beaucoup de mal des syndicats. Quand ils ont un problème, ils savent en général trouver la porte du délégué ou du représentant sur place. Donc ça, il n'y a pas de problème. Dans les entreprises, il y a peu de syndiqués. En général, les travailleurs s'intéressent assez peu à la vie des syndicats qui peuvent être ou non présents. Mais quand il y a un danger sur la vie de l'entreprise, là, on sait trouver la porte du CSE, les militants, etc. Mais donc, les syndicats continuent à jouer un certain rôle. Mais ce rôle n'est plus un rôle de représentation, c'est un rôle serviciel. C'est-à-dire, on a besoin d'un service. Comme on prend un taxi pour faire une course, après on le laisse au coin de la rue. Là, on va voir le syndicat, puis après, ma foi, on est content qu'il existe dans ces moments-là, mais comment il fonctionne, pourquoi adhérer, tout ça sont des questions assez largement étrangères. Et c'est ça qu'il faut regagner. Et c'est ça qu'il faut reconstruire. Alors bon, il y a des recettes, utiliser davantage le numérique, trouver des jeunes pour prendre la relève, etc. Bon, tout ça, je dirais, c'est des recettes un peu, mais c'est des moyens qu'il faut évidemment investir. Mais je pense que l'enjeu est bien plus large que celui-là. Alors, je ne sais pas s'il faut... J'ai toujours une hésitation sur la notion de réinvention, parce qu'elle évoque la découverte. Donc là, on ne découvre pas. C'est des problèmes qui sont à l'œuvre depuis plus de 20 ans, 30 ans dans le mouvement syndical. Donc, il faut les mettre en œuvre. Et donc, il faut aller chercher, il faut redéployer les structures des syndicats qui sont encore très attachés aux statutaires. Enfin, dans votre secteur, les statutaires, le développement des contractuels. Dans le secteur privé, c'est le développement de la sous-traitance. Si vous voulez, c'est plutôt... Bon, la branche continue à jouer un rôle, mais c'est la chaîne de valeur aujourd'hui qui détermine la place de chacun dans le rapport de travail et cette évolution profonde aussi de la notion même d'emploi. Aujourd'hui, un employeur n'embauche plus un salarié, il achète une prestation. Et c'est tout à fait différent. C'est-à-dire l'idée, c'est que l'employeur se désengage de tout engagement de long terme avec le travailleur qui l'emploie. Alors ça, c'est particulièrement aiguisé le travail de plateforme. C'est l'idéal de ça. C'est l'idéal type de ça. C'est pas applicable partout, mais c'est cet idéal type qui guide un peu les évolutions de la relation à l'emploi. Dans la fonction publique, ça joue sous une forme atténuée, encore que.
Le travail contractuel, le recours aux agences, le recours aux consultants extérieurs dès qu'il y a une mission qui apparaît nouvelle ou pas d'ailleurs. Donc on a là aussi cette espèce de nouveau modèle de l'emploi qui commence à diffuser vers des secteurs qui sont encore dans leur majorité protégés statutairement, mais qui, évidemment, la dynamique n'est pas tout à fait de ce côté-là. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense notamment moi je ne suis pas prescripteur, parce que si j'avais la solution, je serais dans la posture du Léviathan, ce qui est pas. Mais bon, j'essaie de réfléchir dans ce genre de débat avec les militants syndicalistes. Mais ce qui est sûr, je crois, pour les syndicats de la fonction publique, aujourd'hui, 1/5 des agents de l'État sont des contractuels. Dans le secteur éducation nationale, il y a un peu une progression assez légère des emplois, pris sur 7 ou 8 ans, mais elle est à 80% par du travail, par les contractuels, les vacataires et autres. Donc, c'est bien cette tendance-là qui est à l'heure. Et je crois que si les syndicats ont des positions assez claires par rapport à cette évolution, et ils ont bien raison d'être clairs là-dessus, l'enjeu, c'est quand même d'impliquer ces travailleurs-là, ces contractuels-là, que ce mouvement de contestation de la fragmentation de l'emploi dans les secteurs publics ne soit pas perçu par les travailleurs qui sont dans cette posture-là comme une démarche contre eux. Oui. Et ça, je crois que vous m'avez glissé à l'oreille que vous étiez vous-même contractuel de l'État, donc ça prouve qu'il y en a aussi dans les syndicats. Mais je pense quand même que l'enjeu, c'est que les personnels non titulaires puissent être engagés aussi dans l'action syndicale, qu'ils se sentent à l'aise dans un syndicat, dans une forme syndicale qui est encore dominée, évidemment, et de manière justifiée par l'empreinte et l'encadrement statutaire. Le syndicalisme, même si il faut défendre le statut, c'est une défense qui doit aussi embarquer ceux qui ne sont pas statutaires. Vous voyez, c'est parce que très souvent, on a l'impression, et les non-titulaires ont du mal à trouver leur place parce qu'ils ont le sentiment que les campagnes syndicales se font non pas contre leur statut, mais contre eux-mêmes. Et ça, je crois qu'il faut arriver... Alors, le deuxième facteur, puis je m'arrêterai là, effectivement, la question du pluralisme syndical en France peut être vue comme pénalisante. Moi, j'accorde moins d'importance à ça. Au pluralisme, c'est un état de fait. Bon, il est créé par l'histoire, ça a été très bien évoqué tout à l'heure. Mais au fond, à différents moments de l'histoire, on a vu, ça a été évoqué aussi tout à l'heure d'ailleurs, que les syndicats, malgré leur diversité, ils avaient tout de même pu faire des bouts de chemin ensemble, et un peu plus que des bouts de chemin ensemble, et se retrouver surtout dans les moments cardinaux de l'histoire. En mai 68, il y a eu des divergences, mais enfin, les syndicats ont tous œuvré à ce que le mouvement social ait un débouché, à la fois négocié, aussi politique, et dans les grands moments, 45 a aussi été évoqué, à juste raison. Donc l'important, c'est que règne un esprit commun possible, et qui a été très entravé dans les 15 ou 20 dernières années. Pour moi, la question est moins celle du pluralisme syndical que de la façon de gérer les différences et les divergences. Et c'est ça qui me paraît important. Est-ce qu'aujourd'hui, les divergences sont plus fortes qu'elles n'ont été par le passé ? Il y en a qui le croient, mais je crois qu'ils ont oublié l'époque, qui a été rappelée tout à l'heure, où le syndicalisme était dominé par une CGT fille aînée du Parti communiste, et pas de n'importe quel Parti communiste, ce qui, quand même, dans les relations intersyndicales, a posé quelques problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des différences de conception, il y a des divergences de conception, mais l'enjeu, et aucune reconquête du salariat ne sera possible s'il n'y a pas ce que j'appelle des accommodements raisonnables entre les organisations. Ça a été vu, on l'a vu sur le mouvement des retraites. C'est possible de le faire, et y compris, même si ça n'a pas redonné pleine puissance au mouvement syndical, ça lui a en tout cas redonné une certaine légitimité. Et je crois que c'est une voie qui doit continuer, et qu'on ne peut pas continuer. C'est ça le sous-titre de mon bouquin. Ce qui ne peut plus durer, c'est l'hypothèse de la division syndicale est mortifère. L'unité est une condition. Elle ne règle pas tous les problèmes, loin s'en faut, mais c'est une condition nécessaire si elle n'est pas suffisante. Mais ce serait intéressant, oui, d'avoir l'avis de Morgane aussi par rapport à ça, vu que vous représentez une fédération syndicale. Et aussi peut-être rebondir par rapport à ce qu'on disait sur l'implication des personnels, des travailleurs au sens large. Vous avez indiqué dans votre discours d'investiture que vous souhaitiez casser les freins qui limitent l'engagement. Donc du coup, est-ce que vous les avez identifiés, ces freins, et comment on peut les casser ?
Voilà, je vous laisse vous exprimer par rapport à ça. Merci Élodie, et puis merci pour cette invitation à participer à cette table ronde qui effectivement permet de se poser, de prendre du recul, mais aussi d'être lucide, comme le disait Jean. Une thématique qui me parle, qui parle à l'UNSA Éducation, puisque ici même, en 2021, nous avions organisé notre congrès qui justement avait pour titre réinventons le syndicalisme. Alors le réinventer, le réenchanter, l'objectif est le même, c'est de dire qu'effectivement il y a des difficultés, finalement, comme le disait Jean, le syndicalisme est dans une forme de recul, et il y a pourtant tous les ressorts possibles, on parlait des retraites, à voir qu'on est capable de mobiliser. Donc sur les thèmes qui rendent difficile effectivement notre travail syndical au quotidien et en long cours. Il y en a plusieurs. On a parlé un peu des solutions, mais effectivement il y a la question du délitement des collectifs, d'une société qui a plus tendance à l'individualisation, c'est vrai, la révolution numérique, la question du télétravail, des nouvelles formes de travail, de la précarisation qui peut également aussi avoir lieu dans le champ de la fonction publique. Donc je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est pour synthétiser, de dire que d'une certaine façon, comme le disait Benoît sur le rappel de l'histoire, il y a eu des succès et puis il y a aussi des périodes qui sont difficiles. Et il me semble important de prendre le temps de se dire que le syndicalisme, aujourd'hui, est d'une certaine façon challengé. Il est challengé sur le terrain de la légitimité, parce que, voilà, que ce soit, on parlait de reconquérir les travailleurs, mais il y a aussi la façon dont le syndicalisme est traité dans le débat public. Donc, il est challengé dans sa légitimité, alors qu'il y a les élections professionnelles. Mais on voit bien à quel point, voilà, on a des difficultés aussi à faire entendre notre justement, légitimité, représentation sur le terrain du dialogue social. Et puis, il est challengé sur la question de la mobilisation. Donc, on en vient effectivement à l'engagement, même si au niveau des retraites, il y a peu de structures et d'organisations qui sont capables de mettre autant de monde dans la rue. Pour autant, on voit bien qu'au quotidien, là, nous appelons à la grève le 5 et on est tous attentifs pour voir s'il y aura des collègues à nos côtés pour pouvoir défendre nos droits. Donc, effectivement, à la fois sur la question de la légitimité, à la fois sur la question de la mobilisation, ce qui se pose, c'est effectivement comment reconquérir le terrain du politique au sens noble du terme, pas partisan. Ça a été dit aussi en retravaillant la question, retraçant l'histoire, c'est que évidemment les organisations syndicales, elles peuvent être... voilà, évidemment notre travail, c'est de travailler autour du statut, autour des droits, mais pour autant... l'histoire montre aussi qu'on a su être là à des grands moments importants pour les droits sociaux, pour également avoir et proposer une alternative dans le projet de société qui nous est proposé. Et ça, c'est vraiment ce à quoi croit l'UNSA Éducation et qu'elle travaille au quotidien. Elle travaille sur ces deux jambes. À la fois, il y a les défenses de nos collègues catégoriels, et à la fois, il y a le fait de pouvoir offrir un contre-récit. On parlait d'optimisme tout à l'heure, un contre-récit optimiste pour nos collègues et d'une certaine façon pour une société qui soit plus juste, qui soit plus humaniste, avec un syndicalisme qui est capable aussi de relever les défis et de l'urgence climatique, qui travaille sur les nouvelles organisations du travail, certes, mais qui arrive aussi à redonner du sens et de l'intérêt à ce combat collectif. Donc oui, il y a la question de l'engagement. C'était quelque chose que j'ai porté effectivement dans le cadre du congrès de Nantes dans lequel j'ai été élue, parce qu'il me semble évidemment que toutes les organisations syndicales, que ce soit en France ou à l'international, se posent la question tout simplement d'avoir des équipes formées, engagées, d'avoir une diversité dans les équipes militantes. Et il me semble, de par mon parcours, ça a été dit, je suis syndicaliste depuis longtemps. Je me suis vraiment syndiquée jeune au sein de mon syndicat en tant que conseillère principale d'éducation. Mais effectivement, il y a des questions qu'il faut qu'on se pose nous-mêmes dans notre fonctionnement en tant qu'organisation syndicale pour faire venir et pour accepter aussi que d'une certaine façon, la carrière syndicale, telle que peut-être on pouvait l'entendre il y a 15, 20 ans, n'est peut-être plus la même. Donc quand on pense à la question effectivement d'avoir justement un renouvellement des équipes, pour moi il y a plusieurs sujets qui se posent. Il y a le fait de pouvoir accepter les différentes formes d'engagement et notamment chez les jeunes qui cherchent un équilibre professionnel, personnel, peut-être plus que...
on pouvait l'accepter à l'époque. Il y a la question aussi de la place des femmes dans nos organisations, qui, on le sait, il y a un poids aussi avec la charge familiale qui est à prendre en compte. Et la façon et le moment où on place nos réunions, c'est tout bête, mais ça compte beaucoup. Et puis, en termes d'engagement, il me semble aussi, notamment quand on essaye de s'ouvrir et d'essayer de réfléchir à ce renouvellement militant, la question de la formation et de l'histoire syndicale est importante. Alors, vous le disiez, effectivement, peut-être qu'on pourrait mieux faire au niveau des programmes scolaires ou dans le cadre de la formation, dans la formation universitaire. Mais en tout cas, nous, on agit ce sur quoi on peut agir. Et en tant qu'organisation syndicale, la question de la formation, de l'histoire sociale, de l'histoire syndicale est vraiment importante. Parce que, quand je le disais, on est challengé notamment sur le terrain politique, où on essaye justement de nous en sortir pour pouvoir tenir bon. Parce que, d'une certaine façon, dans les slides présentés par Benoît, on parlait d'institutionnalisation du syndicalisme. C'est vrai, et puis certains y voient une arme à double tranchant, avec une forme de bureaucratisation. Effectivement, on est expert. On est devenu expert sur pas mal de sujets. On va à toutes les réunions qui nous sont proposées dans les ministères, dans les cabinets. Et pour autant, il y a une obligation à essayer de porter un discours effectivement qui transcende d'une certaine façon les mesures catégorielles. Et je pense que ça, c'est vraiment ce que porte l'UNSA Éducation et qui fait la force, à mon avis, dans le paysage syndical et qui nous donne aussi cette légitimité politique qu'il faut reconquérir. Okay. Je vais passer la parole à Jean qui apparemment veut rebondir. Non, simplement, suite à ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, quelques remarques. Le pluralisme syndical est un fait, pourrait être un peu moins nombreux. Je rappelle que quand on a créé une charte de l'UNSA, on a dans notre charte qu'on vise un grand mouvement syndical réformiste, par exemple. Bien. Mais cela étant, on ne va pas faire des thèses là-dessus. Le vrai sujet, c'est est-ce que les gens se parlent normalement ? Et je trouve que depuis les retraites, il y a une intersyndicale qui se réunit régulièrement. Et y compris, par exemple, un accord interprofessionnel vient d'être signé par CFDT, CFTC, FO. La CGT ne sort pas des thèses comme en disant ce sont des traîtres. Ils expriment leur point de vue différent. Gravouille a expliqué son point de vue. On a le droit d'avoir des points de vue différents. La question, c'est est-ce que sur certains sujets, on peut avoir une entente normale ? Les syndicalistes sont respectables, où qu'ils soient. Alors, je voudrais donner deux exemples. Premier exemple, l'observatoire que j'anime, nous étions assez désolés que les tensions syndicales étaient telles qu'avant l'élection, la dernière élection présidentielle, les syndicalistes français étaient muets sur l'extrême droite. Muets au sens, moi j'ai animé un appel à une époque où tout le monde avait signé. Plus personne ne signait. Donc on a pris l'initiative avec la Friedrich Ebert, qui est la fondation du DGB et du SPD, le DGB, la CGT, la CFDT, l'UNSA, c'est Olive d'ailleurs que vous connaissez, qui a fait ce texte, et on a fait une première réunion à la Fondation Jean Jaurès, avant les élections présidentielles, qui s'appelait, l'extrême droite, un danger contre le syndicalisme européen et le dialogue social. Et des syndicats allemands, bien sûr, italiens, avec des ambiguïtés d'ailleurs, canadiens, ainsi de suite, ont répondu à cette question. Je poursuis mon raisonnement. Le fait qu'on ait fait ça a abouti à un meeting à la Bourse du Travail avec les mêmes partenaires, plus la CGI à l'italienne, et a abouti au fait qu'il y ait une déclaration commune avant les élections sur le fait de dire, c'est ce que disait Martinez, on a des adversaires et des ennemis. Les adversaires, on peut ne pas être d'accord avec un gouvernement qui prend des mesures libérales, mais le Front National, à ce moment-là, c'est tout autre chose. C'est la destruction du syndicalisme. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants, qu'on se reparle normalement, et dans l'intersyndicale actuelle, ils continuent à discuter de ça. Ils ont fait un travail commun contre le racisme et les discriminations dans les entreprises. Et deuxième chose, c'est un vrai sujet. Comment on passe ? Le service n'est pas péjoratif. Le service, c'est ridicule. Excusez-moi, si vous montez un syndicat sans service juridique, vous êtes irresponsable. Parce qu'au moment où il y a un problème, vous vous retournez, vous dites « Ah putain, j'ai oublié les cartouches ». Ah non, si vous êtes dans le privé, si vous n'avez pas de service juridique, vous êtes irresponsable. On fait des résultats électoraux, tout le monde va bien, et quand le premier pépin arrive, vous n'êtes pas là pour aider les gens. Donc,
Je pense qu'il faut effectivement travailler du service à l'engagement. Et ça, c'est un vrai sujet. Je n'ai pas de recette comme ça, c'est un vrai sujet à discuter. C'est parce qu'on en a besoin. On va prendre l'enseignement. Les adhérents à l'autonome de solidarité, on rêverait de les avoir dans les syndicats. Bien, c'est l'assurance professionnelle. Mais alors que tout ça faisait partie d'un empire syndical. Donc je crois que ça, c'est quand même quelque chose de très important, qu'on retravaille sur cette question-là. Dernière chose, les résultats électoraux sont différents en fonction du dialogue qu'il y a et de la taille des entreprises. Les IEG continuent à voter. Mais on ne peut pas se contenter des bons résultats électoraux dans les IEG ou l'aérospatiale sans voir le désert syndical qui nous entoure. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Mais c'est une vraie piste sur l'histoire. On s'adresse sur le service. Il va y avoir des élections TPE là, qui vont se dérouler. Vous y êtes associés. C'est pas ce que j'ai pu voir. Moi aussi, je distribue des papiers à mes commerçants. Bon, d'accord. Mais cela étant, c'est un vrai souci. Quels services on rend à ces gens-là? Pensez que quand vous allez dans un salon de coiffure, si vous dites à la fille, au gars qui y travaille, quelle est ta convention collective, c'est même pas que ça existe. Comment on s'adresse à ces gens-là? C'est 4 500 000 salariés. Et j'étais dans un colloque hier matin, la Fondation Jean Jaurès, avec Thomas Coutreau, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Ne mésestimons pas. Hein. Les gens qui sont mal dans leur peau dans les entreprises, qui sont méprisés dans les entreprises et maltraités, on le retrouve sur le plan électoral. Donc il y a un vrai rôle là, très important syndical, sur le fait, il y a du service, ça ne veut pas dire qu'on dit à quelqu'un je suis désolé, je ne fais pas la manche, parce qu'il y a ça aussi, je connais, hein, t'as qu'à te syndiquer, je t'emmerde. Non, c'est pas ça le problème. La vraie question, il vient, il s'adresse, comment on fait pour tirer le fil du service pour aller ailleurs? Donc, voilà. Oui, donc c'est la question de comment essayer de capter ces personnes et comment les défendre alors qu'elles ne font pas partie forcément d'un collectif de travail. C'est vrai que c'est un enjeu qui est très important. On ne va pas forcément trouver la solution aujourd'hui, mais c'est une vraie question quand on voit le nombre de personnes que ça représente. Alors après, moi, je voulais vous emmener sur un autre terrain, c'est le fait qu'on peut se dire que c'est compliqué d'avoir de l'engagement syndical parce que l'engagement syndical n'est pas forcément très valorisé. Je pense que la plupart des personnes estiment qu'être syndicaliste, ce n'est pas un tremplin pour la carrière, plutôt l'inverse. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des pistes, des choses intéressantes à faire pour valoriser l'engagement syndical et notamment valoriser toutes les compétences qu'on peut acquérir dans notre parcours syndical? Et ça m'intéresserait d'avoir l'avis de Claude ou Adriane pour voir, par exemple, dans d'autres pays, comment est perçu le syndicaliste. Est-ce que c'est une image vieillotte? Est-ce que je peux avoir votre vision? En fait, c'est pas différent d'ici, là. Oui, le syndicalisme est vu comme étant un peu vieillot. Faut vraiment travailler très fort avec les plus jeunes. Donc, nous, ce qu'on a beaucoup fait dans les dernières années à notre fédération, c'est, comme je le disais tantôt, c'est de la formation. Donc, nous, contrairement à vous, la fédération syndicale que je préside, nous avons 11 syndicats et on fait 11 négociations de conditions de travail. Donc, on négocie directement avec chacune des constituantes universitaires ou les centres de recherche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'après les négociations, on va faire des formations de mieux connaître vos conditions de travail. Donc, vous allez dire c'est la base, mais oui, c'est la base, mais souvent, les gens arrivent dans les bureaux syndicaux, veulent connaître un truc, puis on dit, vous avez déjà cette condition de travail-là, c'est déjà existant. Donc, on travaille beaucoup plus maintenant à former au fur et à mesure que les conditions de travail sont négociées et de le répéter jusqu'à la fin de la convention collective. On a aussi travaillé beaucoup à faire en sorte d'avoir de plus petits comités pour aller chercher justement les compétences des gens. Parce qu'on est localement dans chacune de nos universités, c'est sûr que c'est plus facile aussi. On peut aller cogner directement aux portes et aller recruter directement dans les bureaux. Donc ça, c'est une facilité pour nous, mais moi, je pense que la base, c'est la formation, l'animation sociale aussi, que les syndicats organisent des activités où on n'est pas que là pour parler de syndicalisme, mais pour mieux comprendre aussi la chimie syndicale, si je peux m'exprimer ainsi. OK. Adriane, est-ce que vous pouvez nous donner, vous,
un peu la vision que vous pouvez avoir du syndicalisme en Roumanie, par exemple, comment c'est perçu? À ce moment, la situation en Roumanie est très compliquée, très tendue, parce que nous avons une guerre à la frontière. Nous avons accueilli près de 1 million de réfugiés ukrainiens dans la Roumanie. Il y a des gros problèmes économiques, mais les organisations syndicales sont très bien situées parce que nous avons un pourcentage de 90 de membres au niveau national. Ça, c'est une situation excellente parce que nous pouvons résister contre les politiques gouvernementales. Par exemple, notre solidarité a réussi de tenir une grève de 4 semaines l'année dernière. 4 semaines, nous avons perdu le salaire pour une mois, mais nous avons gagné une augmentation salariale de 55%. À ce moment, oui. La première revendication, nous voulons respect et nous voulons des salaires pour les gens. Alors, en 2023, avant de grève, un débutant avait un salaire net de 500 € et maintenant, tous les débutants, on a 850 € net. Vous parlez pour les enseignants? Oui. Nous avons une grève qui a été programmée devant les examens finaux de bac. Nous avons fait c'était une réussite parce que nous avons une collaboration excellente entre l'université, le syndicat de l'enseignement supérieur, chercheurs, culture, et nous avons le soutien de la société civile parce qu'il y a toujours des démonstrations, près de 100 000 personnes, 50 000 personnes par jour devant le gouvernement. Nous avons perdu d'argent, oui, pour un moment de grève, mais nous avons gagné le respect de la société civile. Bravo. Merci. Vous vouliez rebondir, Claude? En fait, j'ajouterais un truc. La fédération syndicale que je préside, c'est une fédération autonome. Donc, on n'est pas affilié à une très grande centrale et on est uniquement en milieu universitaire. Donc, on est plus discret, je dirais, sur la place publique, oui, considérant aussi qu'on négocie avec chacune des universités. Par contre, les gros syndicats nationaux, qui sont plutôt du préscolaire au secondaire chez nous, ils sont beaucoup plus sur la place publique, beaucoup plus en revendication. Ils ont fait une grève importante en 2023-24 et ont eu des gains, notamment en termes de salaire. Par contre, aujourd'hui, la grève est terminée, leurs conditions de travail sont bouclées. Et par contre, dernièrement, il y a des scandales qui sont sortis dans les écoles où, entre autres, tout ce qui peut avoir trait à la laïcité dans les écoles. On a eu aussi des scandales dans les centres jeunesse. Et là, ce que ça fait, c'est que sur la place publique, les gens disent les syndicats sont à la défense de gens qui ne devraient pas travailler. Donc ça, clairement, ça nuit au syndicalisme chez nous. Oui, c'est l'image du syndicaliste qui n'est pas forcément redorée, quoi. Oui, je souhaitais rebondir sur la question effectivement, reconnaître les compétences, c'était ça ta question, reconnaître les compétences des militantes et des militants. Est-ce que ça pourrait faire venir je ne le pense pas. Je ne pense pas que c'est ce qui peut permettre de dire allez, venez à l'UNSA, vous allez développer beaucoup de compétences. Parce que, je ne sais pas vous, mais en tout cas, pour la plupart des gens que je connaisse, comment on rentre dans le syndicalisme, c'est parce que finalement, on croise une personne, on croise un regard, il y a quelqu'un qui nous dit essaye, il y a quelqu'un qui dit c'est possible. Et donc, effectivement, par contre, faire en sorte que nous soyons nous-mêmes les ambassadeurs, d'une certaine façon, pour faire venir, parce que personne ne se réveille en se disant « je vais militer à l'UNSA ». Révélation. Non, il faut aller le proposer.
Et ça, je pense qu'on se restreint beaucoup. Donc effectivement, être nous-mêmes les ambassadeurs de cet engagement, du fait de dire, effectivement, il y a cette histoire d'image du syndicalisme, jamais content, qui veulent tout de suite, et c'est jamais assez, bref. Mais on a parlé des succès. Là aussi, je pense qu'on se freine trop pour dire ce qu'on réussit à obtenir. Donc effectivement, il me semble que dans les freins à l'engagement, dans ce qui peut faire aussi qu'on renouvelle et qu'on soit de plus en plus de militants engagés dans le syndicalisme et au sein de l'UNSA, il y a le fait tout simplement que nous puissions savoir dire ce qu'on a conquis, l'histoire aussi à laquelle on participe. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'UNSA Éducation, et notamment en lien avec le centre de recherche, tel qu'a pu en donner un exemple Benoît Kermoal, on met en place un programme de formation politique qui va être déployé dans tous les territoires, et le premier module justement traitera de l'histoire de notre syndicalisme, du dialogue social, et il sera proposé à l'ensemble des militants de la Fédé. On réfléchit à côté de cela effectivement à comment l'organisation peut aider à reconnaître les compétences des syndicalistes. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on évolue dans un monde qui bouge très vite. Et pour justement entrer en négociation sur les questions de délitement des collectifs, de la place du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'urgence climatique, de la crise démocratique, enfin je peux en citer plein, ça nous demande d'une certaine façon une forme de technicité. Et en tant que responsables syndicaux, nous sommes obligés de monter en compétences et en connaissances pour pouvoir être pertinents et crédibles finalement dans notre posture de syndicaliste, de défense des droits, de négociateur. Donc effectivement, il me semble qu'il y a un travail, et c'est comme ça qu'on s'engage au niveau de l'UNSA Éducation, à essayer de réfléchir à comment, quand on a justement donné du temps au sein du syndicat, au sein de la fédération, enfin pour l'UNSA, à un moment donné, l'organisation aussi vous accompagne pour avoir un temps de recul et se dire, bon, ok, comment je fais par exemple un bilan de compétences. Alors ça, on est très forts, nous, pour accompagner tous nos collègues et l'ensemble des travailleurs pour leurs droits, pour préparer leur rendez-vous de carrière, pour réfléchir à comment se projeter dans l'avenir. Et effectivement, l'idée, c'est de se dire l'organisation syndicale aussi, parce que justement, elle a des militantes et des militants qui au quotidien lui donnent du temps, comment elle se met en capacité aussi de les aider à reconnaître ses compétences, à les mettre sur papier et à penser les perspectives en termes d'évolution. Oui, de vraiment valoriser tout ce qu'on peut faire en tant que militant. C'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler, en effet, c'est une piste. Jean Grosset, vous vouliez réagir ? Simplement, oui, sur deux petites choses. Tout à l'heure, Jean-Marie a donné quelques indications sur l'offensive qui avait été menée sur les institutions représentatives du personnel dans le privé, qui sont les CSE, avec les ordonnances de 2017. Bon. J'interviens un peu là-dessus parce qu'on intervient dans un contexte particulier. Ce contexte particulier, c'est que vous le vivez avec les CSA, mais les CSE ont largement contribué à faire hésiter des salariés à s'engager pour être leurs représentants dans leur boîte. Parce que c'est un travail considérable. En plus, des délégués de proximité, moi j'ai suivi longtemps pour des missions la SNCF. Quelquefois, dans des grandes gares, vous n'avez plus aucun délégué femme ou homme de proximité qui s'occupe de la sécurité, par exemple. Bien. Donc ça ne contribue pas, ces éléments-là ne contribuent pas à ce que les choses s'épanouissent en termes de dialogue social et d'engagement syndical. Deuxièmement, il y a quand même un état d'esprit qui est de dire c'est une perte de temps. Le dialogue social est une perte de temps. En tête, le président de la République, mais derrière, vous avez eu un projet de loi qui n'a pas été passé à cause de la dissolution, dont le préambule était, le plus nom c'est Marguerite, je crois, dont le préambule était arrêtons de perdre du temps. Bien. Donc ceci ne, bon, alors on peut être habitué, surtout dans certains pays, à ce que le militantisme syndical se fasse aussi dans l'adversité. Pour l'instant, nous n'avons pas de répression physique contre nous. Il faut laisser les choses à leur place. Mais il n'empêche, ça ne contribue pas. Il y a une deuxième chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est au sein de nos organisations, ne pas s'endormir dans la routine et la bureaucratie. C'est fondamental. Lorsqu'on a créé ce slogan, on m'interrogeait hier dans la bagnole quand vous m'avez venu chercher, « Libres ensemble », on s'est creusé la tête pour se dire, ben, on est dans un syndicat, on reste libre, mais on est ensemble. Et c'est un slogan qui nous a pris un peu de temps,
mais il résume bien ce qu'on veut faire. C'est le collectif. Les grandes actions n'ont pas été obtenues tout seul. C'est le collectif, mais on reste libre. Et on a le droit aussi d'être insolent et d'être un peu indiscipliné. J'ai compris que c'était un peu votre fonds de commerce ici. Mais cela étant, c'est extrêmement important qu'on garde ça, surtout si on veut capter des jeunes. C'est fondamental qu'on ait ces deux éléments. Certes, ce qui se passe du point de vue patronal ou administratif n'arrange pas les choses, mais il faut que nous aussi, on balaye devant notre porte. Moi, en mandat, je me suis fâché quelquefois parce que quand on est permanent syndical, on est au service des gens. Hein. Voilà, je m'excuse de dire ça, mais il faut quand même le dire. Et je n'attaque pas du tout le fait que des femmes et des hommes engagés dans l'action syndicale s'appellent des salariés protégés. Hein, comprenez bien mon point de vue. Mais je pense qu'il faut qu'on mélange ces deux trucs-là. Ça ne réglera pas tout, mais ça peut donner des envies. Parce que les gens se disent, bon, bah, je ne rentre pas dans une caserne, quoi. Je rentre dans quelque chose, je vais m'épanouir. Quel que soit le choix syndical. Oui. Alors, j'ai remarqué que la CGT, comme la CFDT, travaillent sur ces questions. Elles ont retravaillé sur l'autonomie de leur structure dans la base. Elles ont arrêté de se dire la fédération a raison sur tout et le syndicat de base, on l'emmerde. C'est mortifère, ça. C'est mortifère. Qui est dans la boîte? Qui négocie? Alors, on n'a pas toujours raison, mais il faut vraiment qu'on ait cet état d'esprit. Ça ne règle pas tout, hein, mais c'est une multitude de choses qui peuvent peut-être permettre de... Parce qu'on croit à notre histoire quand même, et on est plutôt optimiste, hein. Donc il ne s'agit pas de sortir d'ici en disant putain, il n'y a plus rien à foutre, rentrons à Paris. Hein. Pas du tout. Mais il faut essayer de voir en détail tout ce qui peut contribuer à ce qu'on gagne de nouvelles compétences et de nouveaux jeunes. Et cet état d'esprit, il est très important. Bah, c'est vrai que la multitude des enjeux, des évolutions fait qu'en effet, c'est vraiment pas simple de répondre à la question là, sur comment on peut se mobiliser et réinventer l'action syndicale. Après, on l'a évoqué tout à l'heure que le syndicalisme, c'est pas beaucoup abordé dans l'éducation des jeunes. Contrairement, par exemple, à ces derniers temps, on a bien vu que nos jeunes, ils sont très sensibilisés au changement climatique, au développement durable. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont acquis et c'est quelque chose qui fait partie de leurs attentes aujourd'hui dans le monde du travail. Ils sont sensibles à ces questions-là. Donc est-ce que nous aussi, en tant que syndicalistes, on doit s'emparer de ces questions-là, la quête de sens, voilà, le développement durable, toutes ces choses-là. On a évoqué tout à l'heure, c'est Morgane qui en parlait, de l'intelligence artificielle. C'est plein de petites choses comme ça. Est-ce qu'il faut que nous, on s'accapare ces thématiques-là pour être un peu dans le coup et attirer les jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces thématiques-là en particulier? Oui, alors on pourrait dire je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc on peut aussi... Bon, sur l'IA, moi je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui voit très très clair aujourd'hui sur la portée que ça peut avoir, que ça aura. Il y a un discours catastrophiste aussi sur les suppressions d'emplois que ça peut générer, etc. Bon, comme toute grande innovation technologique, on a toujours peur que ça détruise des compétences. Ça en détruira, ça en suggère d'autres. Enfin bon, là-dessus, je ne sais pas si on peut dès aujourd'hui établir un espèce de plan, d'approche de cette question, de s'il y en a un ou plusieurs, hein, de l'intelligence artificielle. Non, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que on vit pas dans n'importe quel climat. Hein. Cette montée de l'extrême droite est quand même extrêmement préoccupante parce que aussi elle mord sur le monde du travail, elle mord sur les gens que le syndicalisme représente ou doit représenter. Il y a un sondage sorti des urnes régulier qui est établi par Harris, qui montre qu'il y a, je ne sais plus les chiffres, mais aux européennes, c'était 25 à 30% de gens qui déclarent à la fois avoir une proximité syndicale et en même temps avoir voté pour le Rassemblement national. Il y en a eu un peu moins d'ailleurs aux élections législatives qui ont suivi, ce qui est un signe et qui est lié en grande partie à l'engagement très fort qu'ont eu ensemble les confédérations syndicales à ce moment-là. Donc ce qui prouve quand même que enfin ça prouve entre guillemets, mais enfin la parole syndicale portée de manière unitaire a tout de même un effet sur le champ des idées politiques. C'est rassurant.
Mais ça veut dire qu'il faut en faire beaucoup plus. Je crois que la meilleure contribution que le syndicalisme peut apporter à la lutte contre l'influence du Rassemblement national, c'est de continuer à se développer sur le terrain, à recréer les implantations qui manquent, et parce que s'il n'y a que ce discours-là porté par les militants qui peut jouer, qui peut faire réfléchir aussi les travailleurs. Dans la notion de représentation, hein, je disais tout à l'heure, le syndicalisme représente les travailleurs. C'est un terme, représenter, c'est parler au nom de ceux qui ne sont pas là. C'est la genèse. Donc alors, d'abord, parler au nom de ceux qui ne sont pas là, c'est pas parler à la place de ceux qui ne sont pas là. Et la différence entre les deux notions est importante. Toute la pratique syndicale se niche entre les deux significations. C'est-à-dire que trop de militants, mais parce qu'ils sont isolés, ils vont défendre, ils vont négocier, ils défendent quoi? Ils défendent qui? Bonne question. Il y a plein d'endroits. Par exemple, moi, je suis souvent en des discussions comme ça avec les camarades qui sont dans le privé. C'est quand vous allez à la négociation annuelle obligatoire, quel est le travail préalable qui a fait que vous avez le sentiment vraiment de représenter les travailleurs quand vous allez... Et quels travailleurs, d'ailleurs? Parce que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, la majorité de ceux qui travaillent, ils ne relèvent pas statutairement de l'entreprise. C'est-à-dire que leur employeur est ailleurs. Il est à l'agence d'intérim, il est chez le prestataire, dans les entreprises industrielles aujourd'hui, qui représente quoi est une vraie question. Et elle est douloureuse hein, lorsque le syndicalisme se la pose. Donc il y a un enjeu extraordinaire à reconstituer un tissu d'implantation syndicale. Et là-dessus, moi je pense que chaque syndicat, isolément, n'y parviendra pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut sortir de l'entreprise pour syndiquer. Il faut s'intéresser à la chaîne de valeur. Moi je dis souvent aux camarades du privé, lorsque vous obtenez un accord par le dialogue social, allez, appelons ça comme ça, moi ça me... Le dialogue social, des fois, bon, mais enfin... C'est l'usage maintenant, on appelle dialogue, ce qu'avant on appelait une négociation. Quand vous obtenez quelque chose par la négociation, le dialogue dans votre entreprise, êtes-vous sûr que ça ne se traduit pas par une extériorisation croissante de la contrainte sur les sous-traitants, c'est-à-dire sur les travailleurs de la sous-traitance? Aucun syndicat aujourd'hui peut se porter garant que ce qu'il a obtenu, il l'a obtenu sur le dos de son patron et pas sur le dos des salariés de la chaîne de valeur. Or, on sait très bien que plus on descend dans la chaîne de valeur, plus le travail et plus le taux d'exploitation, si vous voulez, est fort. La précarité maximum, c'est là qu'on trouve les jeunes aussi. Si vous voulez trouver les jeunes dans le privé, il faut aller dans les boîtes sous-traitantes. Hein. Ils sont pas chez EDF, ils sont pas chez Airbus. Hein. Ils sont dans les boîtes sous-traitantes qui travaillent pour ces entreprises-là. Donc, il y a tout un travail de redéploiement des moyens. Il faut redonner des moyens à l'interprofessionnel local. Sinon, les grandes fédérations, elles sont assises sur quelques grands groupes hein, qui ont leur délégué syndical central, qui sont rodés, qui passent leur temps dans des discussions avec l'employeur beaucoup plus souvent qu'avec leurs équipes de terrain. Enfin, bon, je dessine quelque chose qui paraît un petit peu dramatique, mais je crois qu'il y a quand même des évolutions sur lesquelles le mouvement syndical doit être extrêmement volontariste s'il faut changer ses pratiques. Parce que ça peut être, d'une certaine manière, ce que vous disiez, c'est bien de cultiver son jardin syndical, ça contribue à la politisation, au bon sens du terme, hein, des militants, à ce qu'ils aient une vision générale à la fois dans le temps et dans l'espace, et donc c'est très positif. Et en même temps, il ne faut pas que ça signifie que ça accroisse la coupure entre ceux qui sont pris dans ce mouvement-là et la grande masse des autres qui vivent à très très longue distance du syndicalisme. Et je crois qu'il faut à la fois densifier le réseau de militants syndicaux et faire en sorte effectivement qu'il y ait de la convivialité, qu'il y ait que se syndiquer, ça soit le signal d'une sociabilité plus heureuse quoi, pour les individus. C'est très important. C'est pas un chemin de croix de s'engager en syndicalisme. Il faut arriver à montrer qu'on se construit soi-même hein, et que c'est extrêmement valorisant pour la personne. Mais en même temps, il ne faut pas que ça aboutisse à une espèce d'enfermement entre nous. Qu'est-ce qu'on est bien?
Mais on va éviter d'aller dans les endroits où c'est réellement compliqué, parce qu'il y a beaucoup de lieux où c'est un petit peu comme ça. Donc voilà, il faut naviguer entre différents écueils, et c'est sûr que c'est pas aujourd'hui une partie de plaisir, sans parler de tous les risques professionnels qu'on court, parce que la plupart du temps, pour le moins, c'est pas un booster de carrière, hein, pour le dire gentiment. Même à la CGC, même dans les syndicats qui sont pas réputés pour être spécialement radicaux, mais c'est vrai que c'est une caractéristique très française aussi. Dès qu'on se dit proche d'un syndicat, on est déloyal avec l'entreprise. Hein. Et à partir de là, c'est le placard. Ça, je crois qu'il n'y a pas qu'en France. Hein. Mais bon, on a affaire avec tout ça, donc c'est pas un chemin pavé de roses. Oui, oui. À l'UNSA Éducation, du coup, c'est quoi la vision par rapport à cet élargissement pour toucher les personnes de la sous-traitance? Alors nous, c'est vrai c'est peut-être un peu plus compliqué de se projeter par rapport à la fonction publique sur ces thématiques-là, mais... Oui, par rapport à ce que vient de dire M. Pernaut, effectivement, pour rebondir sur cette menace et cette progression des idées d'extrême droite, et également dans nos métiers, effectivement, il me semble qu'il y a... On le disait encore dans la table ronde précédente ou dans la séquence de Benoît, je ne me rappelle plus, mais sur le fait qu'il y a des conquêtes à aller chercher. Et effectivement, dans le cadre de l'Observatoire du dialogue social, nous avons mené une étude sur ce qu'on avait appelé les éloignés du syndicalisme. Et la question du travail, la question de la précarisation du travail, finalement, on a un parti d'extrême droite qui se saisit de cette question. Alors peut-être en classant les travailleurs entre eux, en les hiérarchisant même. Mais effectivement, c'est comment on ne laisse pas cette thématique de la précarisation, cette thématique de l'individualisation, de l'isolement, pour revenir, après je reviendrai sur la question des jeunes, mais à des partis politiques qui, effectivement, ne partagent absolument pas nos valeurs et sont particulièrement dangereux. En tout cas, c'est comme ça qu'on analyse au niveau de l'UNSA. Donc, il y a une question, pour revenir sur le dialogue social, effectivement, comment dans une actualité sociale et politique comme celle-là, on arrive à faire en sorte d'aller reposer des sujets de négociation importants, les conditions de travail, la question de la santé au travail, effectivement, et la question du pouvoir d'achat sont centrales. Donc on court après toute une série de réformes, c'est comme ça, l'actualité est ainsi, et pour autant, il y a des sujets qui ne sont pas des impensés, mais qui sont oubliés, qu'on doit essayer d'aller remettre sur le haut de la pile des négociations. Et donc, d'une certaine façon, on a des idées, effectivement, le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, qui arrive, et il n'est pas tout seul, à essayer de conquérir ce champ-là. Donc, il me semble que dans la façon dont on doit réfléchir aussi à faire évoluer nos actions, la question de faire en sorte que tout le monde soit partie prenante est importante. Le fait de ne pas rester dans un entre-soi, c'est primordial. Et pour ça, c'est la question, elle a été dite aussi ce matin, c'est la question de la proximité. La question de la proximité, la question d'aller à l'écoute, la question d'aller à la rencontre. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pas au niveau national que ça se joue. D'ailleurs, au niveau de l'UNSA Éducation, on veut lancer vraiment un tour de France, un mouvement avec les syndicats pour aller à la rencontre justement de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, parce que ça nous semble indispensable. À côté de la menace d'extrême droite, moi je vois aussi qu'il faut analyser et prendre le temps de bien regarder l'émergence des radicalités sur le fond, comme sur la forme. Au niveau, on va dire, ce qui vient challenger les organisations syndicales, on peut voir aussi l'émergence de collectifs qui, justement, se disent asyndicaux, en font même leur marque de fabrique pour pouvoir essayer de se développer. Donc, il faut qu'on regarde tout ça parce qu'on est dans une situation où on nous empêche tellement d'obtenir des avancées, parce que là, pour le coup, il faut le dire, on est plutôt en train d'essayer d'éviter des reculs. Donc, on nous empêche tellement d'obtenir des avancées que ça donne de l'espace à des formes de radicalité, je le dis, sur le fond et sur la forme. Et donc ça, en tout cas moi, à chaque fois que je peux le placer à nos interlocuteurs ministériels, institutionnels, je leur dis, à force de mépriser, de nier la place des organisations syndicales et leur rôle en tant que régulateur, en tant que d'une certaine façon, on peut absorber la colère, mais on doit le transformer en revendication. À force de nier ce rôle-là, on crée des espaces qui sont dangereux, qui nous contournent et qui sont dangereux. Donc effectivement, comment parler aux jeunes dans ce contexte-là? Alors moi, je prends un peu de recul sur le terme des jeunes, parce qu'on parlait d'une forme de fragmentation de la société. Elle se voit aussi, il n'y a pas une jeunesse.
Il n'y a pas une jeunesse. Donc ça, c'est déjà à prendre en compte. Et puis, par rapport au fait qu'ils sont moins syndiqués, moins engagés dans les syndicats, il y a un facteur qui compte beaucoup, c'est qu'ils sont plus représentés dans les boulots précaires. Voilà, et que, en fait, pour pouvoir t'engager, tu as besoin d'une stabilité déjà professionnelle. Enfin, c'est un peu le minimum pour pouvoir penser à prendre ce risque d'être effectivement catalogué ou mis au placard. Donc, effectivement, avant même de voir comment on parle aux jeunes, il faut voir où est-ce qu'ils se situent dans l'organisation du travail et adapter notre discours à là. Alors là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas une jeunesse, mais il y a quand même des effets de génération. Qu'on doit avoir en tête. Aller parler aux jeunes, c'est aller les rencontrer où ils sont. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. 90%, peut-être 92% des 18-35 ans vont faire leur recherche d'informations sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est là qu'ils sont. Et donc, pour pouvoir essayer de montrer qu'on est dans le paysage, qu'on existe et qu'on peut proposer des choses, il faut aller chercher les jeunes là où ils sont. Effectivement, il y a des préoccupations, tu le disais, la question de l'urgence climatique, mais pas que, la question de l'inclusion, la question de la diversité. Voilà, ce sont des thématiques sur lesquelles, voilà, c'est un fait, voilà, il y a des faits de génération sur lesquels ils sont plus préoccupés, plus sensibles. Et donc, effectivement, c'est comment on s'en saisit pour en parler avec eux. Pour en parler avec eux, parce que je reviens enfin sur peut-être aussi la méthode. Au-delà des thématiques, il me semble qu'une organisation syndicale qui veut réfléchir à la place qu'elle laisse aux jeunes, elle ne doit pas leur laisser un bac à sable. Elle ne doit pas leur dire comment il faut penser. Et donc, c'est comment on est capable, nous, de se structurer, de réfléchir à la place qu'on fait aussi pour laisser les jeunes s'exprimer au sein de nos instances, aller les chercher, mais aussi leur laisser toute leur place. Donc ça me semble important. Et donc, j'en viens à la méthode. Nous, l'année dernière, on s'est fait accompagner par une structure mission publique pour nous aider à réfléchir aux outils de la démocratie participative. Et c'était vraiment très intéressant de voir finalement comment on peut engager et impliquer autrement. Pas en proposant une carte, pas en proposant de s'investir au sein des instances, de monter à Paris. Enfin voilà, il y a aussi ça. D'une certaine façon, les jeunes générations cherchent à s'impliquer peut-être sur une action plus ponctuelle, plus concrète. Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui en mode projet. C'est ça. Ils n'ont pas forcément. Et nos organisations, sur le long terme. Voilà, il faut qu'elles puissent réfléchir à évoluer sur ces méthodes-là. Et il me semble que la question de la participation est vraiment importante pour pouvoir parler aux jeunes au-delà des thématiques. Okay. Bon, je regarde vite fait l'heure parce qu'il faut que je tienne le timing. Ça ne va pas forcément être évident de conclure hein, parce qu'on a abordé plein de sujets différents. Donc, en plus, je n'ai pas du tout pris de notes. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple parce qu'il y a plein d'enjeux différents. Par contre, c'est vrai qu'on s'est beaucoup remis en question sur notre façon de fonctionner, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas conclure sur, chacun votre tour, me dire qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'il faut qu'on garde, et c'est notre force, et ça, il ne faut pas que ça change. Non, il y a plein de choses bien, je n'ai que l'embarras du choix, c'est ça qui me... Non, enfin, il y a quand même... Le syndicalisme français, il n'a pas que des faiblesses. Hein. Il a aussi quand même, d'abord, il a une histoire longue, et notamment, je crois que sur ces problèmes de politisation, il y a une expérience. Alors, ça n'a pas eu que des effets heureux dans le syndicalisme, et notamment la grande division, les divisions syndicales qu'on a déjà évoquées, elles trouvent souvent leur source dans des choix politiques différents, dans des orientations idéologiques pas toujours compatibles hein, à certains moments de l'histoire. Mais aujourd'hui, on a cette chance d'avoir un mouvement syndical assez largement rassemblé sur l'essentiel, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir une société à minima démocratique avec
une reconnaissance et un ennemi clairement identifié. Jean l'a évoqué tout à l'heure, le Rassemblement national, c'est la destruction du syndicalisme. Et donc, à partir de là, il y a quand même un potentiel de politisation possible, de repolitisation, je dirais, parce que dans certaines fractions du monde syndical, on a quand même fait beaucoup d'efforts au cours de certaines années. Je pense à la CFDT, par exemple, qui est quand même une grande composante du mouvement syndical français. Depuis les années 80, elle a plutôt tenté de sortir de la politisation assez forte qu'elle avait contribué à développer dans les années 70. Par parenthèse, quand je les entends parler de l'ADN, toujours loin l'ADN des organisations, quand elles ont pris des profils aussi différents dans leur histoire, évoquer l'ADN me fait toujours un petit peu sourire. Mais c'est une organisation qui a fait beaucoup d'efforts pour se dépolitiser, mais qui se repolitise. Et je pense que d'avoir pris position, comme elle l'a fait, avec une grande clarté, contre le Rassemblement national est un facteur de repolitisation, ce qui leur pose beaucoup de problèmes d'ailleurs. Hein. En interne, ça discute beaucoup. Mais ça veut dire qu'il se passe des choses et je pense que rien n'est figé, hein, ce qui peut permettre quand même de donner quelques éléments d'espérance. Tout le monde a pris conscience de l'acquis qu'a représenté à travers la réforme des retraites l'émergence de ce nouvel acteur syndical que personne connaissait qui s'appelait l'intersyndical. Et c'est lui qui a porté le mouvement. Et c'est cet acteur syndical inconnu jusqu'alors qui a gagné une certaine légitimité. Bon, il lui reste à conquérir de la puissance, parce que il a perdu. On a perdu cette bataille-là. Mais je pense que il faut retrouver des ressources parce que la bataille, elle est politique, elle est idéologique, elle se joue dans la tête des gens. Et le mouvement syndical a la représentation, c'est la notion de représentation, elle est aussi utilisée en psychologie sociale pour évoquer les images mentales qui naviguent dans la tête des individus. C'est là que ça se joue, hein. L'imaginaire politique, on sait ça depuis Machiavel, hein. C'est là que se jouent les rapports de force politique, c'est dans l'imaginaire des gens. Et le mouvement, le Front National et le Rassemblement National, il fait flotter l'espérance que l'immigration, c'est la mauvaise partie de la société, tout le reste serait réglé, etc. Bon, tout ça, c'est des fables, mais pourquoi ça impressionne les cerveaux aujourd'hui au point de provoquer ce qu'on voit, c'est-à-dire un ralliement quand même très important des couches populaires à ce discours-là? Eh bien, il faut un contre-discours. Et pour ça, le mouvement syndical est aujourd'hui le mieux équipé pour faire ça. Hein. On ne fera pas de comparaison avec le politique, mais on parlait de fragmentation syndicale. La fragmentation du politique à gauche, elle est encore pire. Hein. Donc je pense que parce qu'il y a des cordes de rappel quand même du réel qui sont beaucoup plus fortes pour les syndicats. Et pour moi, c'est l'atout que peut représenter cette recomposition nécessaire d'ensemble des rapports entre les syndicats et les salariés. Il peut bénéficier de cette histoire longue qui a quand même contribué à une certaine politisation du syndicalisme. T'inquiète. En fait, chez nous, je dirais que la différence, la nomenclature syndicale est différente au Québec qu'ici. Mais moi, je dirais que ce qui fait la différence chez nous, c'est la proximité avec nos syndicats, la proximité avec les hautes directions des universités, l'expertise qu'on a développé au cours des années en termes de négociation de conditions de travail, l'expertise en termes de services offerts aux syndicats, services offerts à chacun de nos salariés. Donc, je pense que c'est des forces qu'on doit garder. Adriane, oui, nous avons beaucoup de projets, des expertises en Roumanie, mais les jeunes générations représentent une véritable énergie pour les syndicats parce qu'avec leur soutien, nous avons réussi d'influencer l'élection en Moldavie parce que les représentants pro-européens ont gagné l'élection présidentielle. Maia Sandu a été réélu président de la République de Moldavie avec le soutien de nouvelles générations. Nous avons fait beaucoup d'interventions sur les réseaux sociaux, les syndicats roumains, les syndicats moldaves. Et le référendum a été une victoire parce que il y a 1% de 55% pour adhérer la Moldavie à l'Union européenne. Okay.
Extrême droite n'a pas succès en Roumanie. Nous avons seulement 2 députés europarlementaires dans le Parlement européen qui représentent extrême droite. La majorité des Roumains sont pro-européens, pro-démocratie, parce que d'après 55 années de dictature, oui, nous pouvons faire une réelle comparaison entre la dictature et la démocratie. La solidarité a été notre force pour le mouvement syndical. Merci. Je vous remercie. Et puis Jean et Morgane, en quelques mots, pour vous, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'il faut conserver? Trois remarques. L'extrême droite a été abordée. Deuxième chose à regarder aussi, c'est très intéressant que vous preniez ce sujet, parce qu'il y a un travers quelquefois des syndicats avec les règles de représentativité. Vous terminez une élection, vous gagnez en pourcentage, communiqué de victoire, vous avez perdu 10 000 voix. Donc ça, il faut la lucidité du syndicat, parce que certainement que dans votre... Regardons ce qui marche. Regardons ce qui marche. Ne faisons pas des communiqués de victoire, parce qu'on gagne en élection. À la fin, on a perdu combien de militants ailleurs? Donc c'est fondamental, cet état d'esprit de conquête, comment ça marche. Une petite chose, je pense que toute organisation syndicale, même dans la fonction publique, vous l'avez peut-être, a besoin d'un service juridique costaud. Les contractuels, les auxiliaires, ce n'est pas les statutaires. Et de plus en plus, ça se termine devant des contentieux. Et on a supprimé les CAP, excusez-moi, pas moi, hein. Ils ont supprimé les CAP, non, excusez-moi de dire ça, je trouve ça tellement dingue. Supprimer les CAP, il ne faut pas hésiter à ce qu'on soit le recours lorsqu'il y a des conflits qui sont totalement inadmissibles sur le plan de la nomination des gens. Dernière chose, pensons à nos amis de la FAGE. On a un grand syndicat étudiant, ce n'est pas, je pense qu'ils sont là. Pensons à nos amis de la FAGE. Moi, j'avais commencé, lorsque j'étais en mandat, pendant la FAGE, parce que c'est un vivier. Après, ils choisissent le syndicat qu'ils veulent. Mais vous avez des milliers de jeunes, femmes et hommes, qui sont engagés dans ce vivier syndical. Il y en a d'autres, hein, mais là, ça correspond un peu à votre champ de syndicalisation. On va vous dire ça. Ils sont là, c'est très bien. Pensons à ça. Faisons des passerelles entre ceux et celles qui ont choisi l'engagement jeune. Merci. Merci Élodie. Donc, qu'est-ce qui marche effectivement ou ce qui va bien? C'est notre état d'esprit. Comme vient de le dire Jean, notre état d'esprit dynamique, conquérant et lucide. Rien que le fait d'organiser cette table ronde, le fait de pouvoir se réunir en congrès, d'échanger et d'essayer d'avoir de la projection. Quand j'ai été élue, effectivement, dans le cadre de mon discours d'investiture, j'ai parlé de lever les freins à l'engagement. Mais l'engagement en soi, ce n'est pas une fin en soi. C'est parce que, effectivement, ce que j'ai aussi porté, c'est qu'on était, là, pour le coup, un mandat où vraiment on devait prendre part à la bataille des idées. Et je pense vraiment qu'effectivement, notre organisation syndicale, notre histoire, notre socle, le permettent. Donc effectivement, prendre part à la bataille des idées en étant lucide et puis en regardant finalement tout simplement toutes ces femmes et ces hommes qui arrivent à composer et à faire vivre notre organisation syndicale au quotidien. Ça a été dit au niveau de l'extrême droite. La chose positive, c'est qu'on a réussi à faire en sorte qu'il ne soit pas passé. On a réussi, donc on arrive aussi à faire des choses. Faut se le redire. Le contexte n'est pas facile, mais on est là. Il y a beaucoup de militantes et des militants qui sont engagés dans le syndicalisme et qui sont engagés au LUNSA. C'est ça notre force. Très bien. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos interventions.